Bienvenue dans Podfolio, le podcast qui s'adresse à toutes celles et ceux qui s'intéressent à la démarche Portfolio de près ou de loin et qui aimeraient en savoir un petit peu plus. Dans ce deuxième épisode, nous abordons un retour d'étudiant, savoir comment est-ce qu'il a survécu à la démarche Portfolio, comment il a fait pour trouver l'utilité à cette matière, comment il a fait pour trouver du sens à cette matière et peut-être idéalement comment cette matière lui a apporté du sens. N'oublie pas, si vous appréciez ce travail, le petit pouce bleu et le commentaire, ça fait toujours plaisir et ça donne de la force et de la sagesse pour tenir la lancée et poursuivre ce grand travail. Je vous rappelle quand même que si vous avez envie de venir partager votre expérience de la démarche Portfolio, que vous soyez étudiant ou enseignant, vous êtes le ou la bienvenue. Ok, let's go. Bon, bienvenue Mathéo. Merci. Et super plaisir de t'avoir pour ce deuxième épisode, on va dire, de podcast, de paroles d'étudiants, dédié au vécu de la démarche Portfolio. Alors, comme pour Louis, est-ce que tu peux te présenter très brièvement? Eh bien, donc, je m'appelle Mathéo, j'ai 20 ans. Je suis donc en BUT, en troisième année de BUT réseau et télécommunications à La Rochelle. Et puis, je pense que c'est tout. Oui. Et toi, en formation réseau télécom, en parcours cybersécurité? C'est ça, parcours cybersécurité. Oui. Et si on devait rentrer dans le vif du sujet, la première fois que tu as été confronté au Portfolio et à la démarche Portfolio, ça remonte à la première année. Oui, je crois bien qu'on l'a eu dès la première année. On avait directement un prof, donc oui, on a dû l'avoir même premier semestre en fait. Ok. T'en avais jamais entendu parler avant? J'avais entendu parler de ça, mais plus pour des artistes. Parce que j'avais 2-3 amis qui dessinaient, etc. et qui, eux, du coup, avaient fait des portfolios. Mais dans d'autres domaines, non, pas du tout. Alors, justement, c'est ma question. Quand on t'en a parlé, quand tu as fait quelque part un premier contact avec le Portfolio et sa démarche, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Comment tu t'es senti? Si on revient au Mathéo de la première année, comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, donc déjà, j'arrive dans une matière que je connais pas du tout. À savoir qu'en plus, quand je suis arrivé donc en première année en BUT RT, j'avais un peu beaucoup d'attentes d'un point de vue technique. Donc là, on arrive, on me dit, bah, tu vas faire du portfolio, donc absolument rien de technique. Donc déjà, je pars déjà avec une mauvaise image de ce que je vais faire. Et en plus de ça, les premières explications se font et je comprends absolument rien à ce qu'on attend de moi. Donc forcément, c'est un peu compliqué. J'y vois pas du tout l'intérêt. Pour moi, c'est un peu une perte de temps en fait. Et du coup, je comprends pas du tout ce qu'on attend. Donc un peu compliqué. Je pense que beaucoup d'étudiants sont dans ta situation et même beaucoup d'enseignants sont aussi dans ta situation. Et si tu te rappelles, qu'est-ce qu'on a essayé de t'expliquer en fait lors de cette première année? Alors, c'est par assez rapport au compliqué. Portfolio. Qu'est-ce qu'on t'a expliqué par rapport au Portfolio, son utilité, qu'est-ce que c'est d'ailleurs et comment le travailler? Alors, ça remonte un petit peu. En fait, on a essayé, de ce que je me souviens, donc c'est un peu flou, on a surtout essayé d'expliquer le principe de l'analyse réflexive, donc d'essayer d'un peu s'auto-évaluer, etc., tous les grands points qu'on avait dans les documents. Donc, présenter une tâche, auto-évaluer, etc., et faire un bilan. Donc, en fait, surtout faire un bilan personnel. Mais du coup, c'est déjà un petit peu ce que je faisais avec les comptes rendus, donc je comprenais vraiment pas l'intérêt derrière. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion de soulever ce point, c'est justement cette incompréhension avec ton professeur? Comment ça s'est passé justement quand tu as été confronté à cette incompréhension, ce manque d'utilité? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça devait pas être facile pour travailler dessus quand on voit pas l'intérêt. En fait, c'est pas vraiment. Disons que le cours, si je peux prendre comme exemple quand vous êtes arrivé en portfolio, c'était pas du tout la même chose dans le sens où là, c'était un cours un petit peu traditionnel. C'est-à-dire, on avait la matière, on devait faire le travail, et en fait, je me retrouvais un petit peu au lycée, comme quand on doit faire un devoir de français, qu'on doit le faire comme ci, comme ça, et voilà, et que on pose pas trop de questions en fait. Donc et puis en plus à côté, les autres personnes de ma promo étaient un peu dans le même avis que moi. Je pense que Louis aura dit à peu près la même chose. Donc en fait,
on se disait que c'était normal, qu'on comprenait pas grand-chose et que peut-être qu'au fil du temps, on comprendrait un petit peu mieux, mais ça n'a pas vraiment aidé au départ. Oui, et quelque part, faut pas oublier qu'à l'UIT, vous avez quand même un rythme de travail assez soutenu, donc quand on comprend pas rapidement, autant utiliser son énergie pour faire autre chose. Et les matières pour lesquelles on a signé, enfin pour lesquelles on voulait venir. Bah c'est sûr, et puis surtout, en fait, si je dis pas de bêtises, au premier semestre, c'était pas évalué. Donc déjà, la valeur qu'on y accorde à ce moment-là, en plus, quand on voit notre charge de travail, c'était clairement rien du tout. Et puis après, même quand ça a été évalué, c'était des coefs qui étaient hyper bas par rapport au reste. Donc c'est jamais passé en priorité, en fait. Donc on n'a jamais vraiment cherché à le comprendre. Oui, oui, c'est vrai. En tout cas, dans votre formation à vous, le semestre 1 et 5 ne sont pas, n'ont pas besoin d'être, ils ne sont pas évalués. On n'est pas obligé de mettre de notes. Après, moi, si ça tenait qu'à moi en tant que prof, je ne me noterais jamais. Je pense que l'intérêt n'est pas là. Mais parenthèse fermée, on t'a parlé justement d'analyse réflexive. Alors pour toi, la première fois qu'on t'a parlé de l'analyse réflexive, tu l'as compris comment? Et ben en fait, pour moi, c'était un peu un compte rendu, mais où juste j'étais un petit peu plus en freestyle entre guillemets, où je pouvais dire si j'avais pas aimé en fait, plutôt que juste être factuel sur ce que j'ai fait. Là, c'était un peu la même idée. Je disais ce que j'avais fait, mais je me concentrais sur une tâche, et puis je disais si j'avais aimé ou pas, et un peu ce que je retirais, et puis voilà quoi. Et ce côté freestyle, en fait, est-ce que tu pourrais le développer? Et ben en fait, c'était que quand on va faire un compte rendu, donc quand on a fini un TP ou un projet, qu'on fait un compte rendu, on décrit juste de manière factuelle tout ce qu'on a fait, où est-ce que ça nous a mené, etc. Là, bah, c'était plus au niveau de notre ressenti. Donc, on pouvait très bien dire qu'on n'a pas du tout aimé cette SAE parce que, je sais pas, elle était mal encadrée ou qu'on n'avait rien compris, etc. Et c'était pas un mal. On avait le droit de le dire. D'accord, d'accord. Et ça, c'était. Et aujourd'hui, si on devait si on devait faire une comparaison entre le Mathéo de la première année et le Mathéo d'aujourd'hui, celui à qui je parle à l'instant même, qu'est-ce que tu verrais comme différence entre l'analyse réflexive qu'il y avait en première année et celle que tu as pu faire, que tu pourrais faire aujourd'hui? Eh bien, en fait, en première année, je l'avais vraiment pris comme juste, bon, je le fais, ça fera ma note, et puis basta. Et donc, disons que je réfléchissais pas vraiment, en fait. Je mettais ce qui me venait sur le moment. Je me posais pas pour avoir une réelle réflexion. Là où, par exemple, quand j'ai fait la SAE que j'ai présentée à l'oral, en fait, il y a tout un cheminement de pensée qui est quelque chose qui était même au-delà de la SAE, donc du projet, mais que du coup, j'ai pu expliquer via le projet en lui-même. Et donc, il y a vraiment toute une réflexion qui est expliquée derrière. Et il y a un vrai intérêt parce que ça m'a permis de mettre des mots sur quelque chose auquel je réfléchissais depuis un petit moment. Oui. Alors là, franchement, tu mets les pieds dans le plat. Donc vas-y, développe. C'est quelque chose de très important qui t'est arrivé. Vas-y, développe. Donc sur la SAE, enfin sur l'analyse réflexive que j'ai rendue là et que j'ai fait en oral. Oui. Le changement que ça a amené chez toi, tout le process en fait que tu nous as partagé et que quelque part le grand public mérite de savoir. Eh bien en fait, donc pour mettre un peu de contexte, ce projet-là, c'était un projet où on gérait des hyperviseurs, donc des serveurs qui permettent de gérer différentes machines virtuelles, et on devait faire donc des scripts. Donc en fait des programmes qui faisaient, il y en avait 3, donc un qui faisait de la sauvegarde, un qui faisait de la restauration et un qui faisait de la conversion. Et moi je me suis occupé donc principalement de ces scripts-là, donc à faire basiquement de la programmation pure, ce qui est un petit peu éloigné de ce qu'on peut faire en réseau et télécom d'habitude. Et en fait en faisant ça, ça m'a fait un petit peu réfléchir parce que ces programmes-là, j'ai vraiment cherché à aller jusqu'au bout des choses et vraiment les développer au maximum. C'est quelque chose qui m'a vraiment passionné et qui est venu s'ajouter à une réflexion que j'avais déjà depuis un petit moment sur ma formation, qui faisait que, en fait, je me vois pas faire du réseau ou de la cybersécurité toute ma vie. Et à côté, il y a certaines autres choses qui m'animent. Je tâtonne un petit peu Photoshop, tout ça, tout ce qui touche un petit peu au métier de graphiste depuis maintenant, depuis que je suis au collège à peu près. Et la cybersécurité, c'était quand même quelque chose qui m'intéresse parce que tout le côté de rechercher comment est-ce qu'un attaquant pourrait rentrer, comment le bloquer, etc., c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et à cela s'ajoute du coup la programmation.
que j'ai pu voir du coup avec ce projet-là. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, si je ne me vois pas faire du réseau et de la cyber toute ma vie, qu'est-ce que je pourrais faire qui lie un petit peu ces trois choses que je viens de citer? Et donc en réfléchissant, je me suis dit que possiblement le développement en full stack. Donc qu'est-ce que c'est le développement en full stack? C'est du développement web, mais on va pas gérer juste la partie utilisateur, pas juste ce que voit l'utilisateur, par exemple quand on tape YouTube ou quoi. On gère aussi ce qu'on appelle le back-end, qui va être donc tout le lien avec les serveurs via les API, etc., et qui a besoin d'une grande couche de sécurisation. Donc je me suis dit que j'allais m'orienter vers ça, et que pour être sûr que je m'oriente bien vers ça, je me laisse jusqu'à un master en cybersécurité pour m'y intéresser via des amis ou aussi via simplement des open classrooms, des choses comme ça. Et du coup, au bout du master de cybersécurité ou de l'école d'ingénieur, je pense que je ferai du coup un master en développement full stack si vraiment je vois que ça me plaît. Et justement, si j'ai bien compris, en fait, c'est les analyses réflexives t'ont permis de prendre le temps de creuser ces réflexions? Exactement. En fait, c'était un petit peu une idée que j'avais au loin comme ça. Je me voyais déjà ne pas faire du réseau ou de la cyber toute ma vie. Et en posant mon analyse réflexive, je me suis vraiment rendu compte que j'avais adoré ce truc de programmation. Et c'est là que j'ai pu un peu connecter toutes les pièces du puzzle. Elles étaient déjà là, mais je les ai un peu organisées. Et j'ai fait le puzzle qui a mené à la réflexion finale. Ok. C'est super intéressant, mais j'ai envie d'être un peu provocateur. Qu'est-ce qui a changé entre le Mathéo qui trouvait que l'analyse réflexive était assez inutile en première année et le Mathéo de la troisième année? Est-ce que ce serait seulement le temps qui passe? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment est-ce qu'on a changé de positionnement quelque part? Je pense que ça vient de plusieurs choses. Premièrement, déjà, il y a eu 3 ans où j'ai eu du portfolio et on a essayé de m'expliquer ce que c'était avec un changement de professeur, donc quand vous êtes arrivé. Et en plus de ça, quand je suis arrivé donc à l'IUT, j'avais du coup pratiquement 18 ans. Maintenant, j'en ai 20. Donc, mine de rien, c'est quand même un âge où mentalement, on évolue encore beaucoup. Et on gagne en maturité, notamment grâce à un stage que j'ai pu avoir en but 2, donc stage de 10 semaines. Et en plus de ça, il y a une dimension que vous avez apportée quand vous êtes arrivé en cours, où il y a eu beaucoup de temps où on n'avait pas l'impression de travailler de manière, entre guillemets, classique. On n'était pas juste là à gratter du papier ou essayer de comprendre un exo en particulier, etc. Vous avez pris beaucoup de temps en fait pour qu'on discute, qu'on échange, etc. Et je pense que ça a aussi permis de ressortir des cours avec, certes, des connaissances en portfolio, mais aussi être grandi mentalement, parce qu'on aura pu poser nos réflexions en vous parlant, et vous nous challengez un petit peu comme ça, quand on discute avec vous, à essayer de nous faire développer notre réflexion. Et alors, moi j'ai mon avis sur la question, mais est-ce que tu trouves pas que ces moments justement d'échange où on essaie d'élever vos réflexions personnelles sont pas plus importants que simplement construire un portfolio? Totalement. Je suis totalement d'accord. Je pense que les cours où on a fait ça, même des fois pratiquement tout le temps qu'on avait, c'est ceux où, quand je suis ressorti, j'avais vraiment cette impression de ressortir grandi en fait, d'avoir quelque chose en plus quand je ressors du cours. Et pas juste d'être fatigué parce que je me suis pris un flot d'informations énorme que j'aurais pu avoir dans un autre cours. Oui, je comprends. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais avant ça, oui, tu as dit qu'on s'est rencontrés en deuxième année, c'est vrai. Moi, j'ai commencé, je vous ai récupéré. Vous aviez déjà eu 1 an et 6 mois. Je vous ai rencontré en février ou janvier 2023. Tu as connu donc deux profs, 2 méthodes d'enseignement différents. Est-ce que tu pourrais justement les présenter brièvement et montrer, en fait, expliquer avec tes mots, tes ressentis, ce qui pouvait être efficace, ce qui était moins efficace, en tant qu'étudiant, ce qui a été utile pour toi dans l'enseignement de la démarche portfolio? Eh bien, du coup, si on prend la première personne qu'on a eue, c'était un enseignement qui était assez classique, on va dire. C'est-à-dire qu'on avait quelque chose à faire, on devait comprendre cette méthode-là. Du coup, je dirais que le point fort avec ça, c'est que, par exemple, on avait donc des analyses réflexives, on avait tous nos points. Tout était déjà éclaté avec les grands points qu'on avait à faire et un petit peu détaillé comme ça. Donc, c'est sûr que je pense que pour comprendre un petit peu la base à comment formuler notre analyse réflexive, c'est intéressant.
Maintenant, cependant, du coup, on nous a pas vraiment appris tout le processus de réflexion derrière sur le portfolio. Là, c'est la force que vous avez eue quand vous êtes arrivé, c'est que plutôt que nous renseigner ça, vous avez cherché à discuter avec nous, à nous comprendre et à vous mettre à notre place et à nous considérer. En fait, il y a beaucoup de professeurs qui nous considèrent juste comme des élèves qui doivent gober le flot d'informations qu'ils envoient et puis basta, une fois que le cours est fini, eh bien tant mieux s'ils ont compris, sinon tant pis. Vous avez vraiment cherché à réfléchir, à se dire, quand j'arrive en cours, comment est-ce qu'ils vont vouloir que j'aborde la chose et comment faire pour pas les saouler. Oui. Oui, j'ai des souvenirs. Je crois que je vous avais dit quand on s'est rencontrés que moi j'avais un peu l'esprit d'un branleur. C'est-à-dire que si je voyais pas vite l'intérêt et l'utilité d'un truc, je le faisais pas. Et que pour moi, ça me paraissait très important de prendre le temps en fait de se connaître et juste d'échanger nos visions. Vous trouvez, quand on s'est rencontrés, vous étiez tous d'accord pour dire que c'était inutile. Moi-même, j'avais des doutes. Hein. Je suis pas convaincu sur tout. Mais j'avais envie je trouvais ça important qu'on puisse partager nos visions parce que quelque part, c'est avec vous que j'allais travailler. Donc, c'est la moindre des choses de communiquer. Mais aujourd'hui, ce que je me rends compte justement, c'est que la méthodologie de l'analyse réflexive, c'est un fondamental, il faut y passer. C'est pour ça qu'au début, j'ai essayé de vous donner une analyse, une méthodologie claire, le plus clair possible, même si c'est pas toujours évident, pour qu'en fait vous puissiez faire vos analyses, les amener en classe et qu'on en discute, en fait, qu'on puisse aller plus loin, parce que justement le travail que vous amorcez chez vous en autonomie, on peut le poursuivre en classe et lui donner une dimension beaucoup plus forte, beaucoup plus élevée et aussi quelque part un peu plus collégiale parce que chacun peut donner partager quelque part son opinion, ses ressentis. Et c'est ça qui fait la force de l'analyse réflexive, avoir un temps seul et un temps d'équipe ou un temps collectif. Mais qu'est-ce que toi aujourd'hui, à titre personnel, maintenant que tu dirais que ça t'a apporté quoi? Je pense que ça m'a apporté un certain recul sur la manière dont je peux aborder les projets et les TP, en gros tout ce que je fais en cours, d'un point de vue, comment dire, pas juste l'aborder comme des compétences que je récupère et c'est tout. J'ai appliqué quelque chose, je sais à peu près le faire, voilà. Comprendre aussi qu'est-ce que ça m'apporte personnellement, qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que j'ai ressenti suite à ça. Et ça me permet aussi de mieux me comprendre et c'est comme ça, du coup, comme j'ai expliqué au début, que j'ai pu comprendre sûrement vers quoi je veux m'orienter professionnellement, parce que j'ai vu qu'est-ce qui m'animait en fait. Et est-ce que tu dirais que ce travail de compréhension de soi, de découverte et de connaissance de soi, c'est important pour toi? Pour moi, c'est extrêmement important. Je vous l'avais dit en cours, la manière dont vous abordez justement les cours à ce qu'on discute comme ça et qu'on échange pour grandir comme ça, c'est totalement ce que j'imaginais quand je suis arrivé au lycée des cours de philo. Ce qui au final n'était pas du tout le cas, mais c'est comme ça que je l'ai pensé et je pensais que ça allait être. Donc pour moi, c'est extrêmement important. Oui. Pour avoir enseigné la philosophie 1 an à une classe de terminale, oui, pour moi aussi, ça me paraissait être là. Il fallait faire ça. Et visiblement, tous les profs n'ont pas les mêmes positionnements. Et je trouve ça dommage encore plus. Là, tu prenais l'exemple de la philosophie. Pendant des années, en fait, on demande aux collégiens, aux lycéens d'appliquer des choses qu'on lui donne, et tout d'un coup avec la philosophie on lui demande de réfléchir. Donc c'est pas évident, mais c'est bien qu'on le fasse. Faut simplement, si on demande à l'étudiant de réfléchir, faut l'accompagner, il faut lui laisser cette opportunité de partager des choses. Et tu as parlé justement, tu as utilisé les mots d'émotion, de ressenti. Est-ce que tu pourrais développer cette question de ressenti? C'est assez large. En fait, ce que je veux dire par là, c'est comprendre quand on fait une tâche, il y a plusieurs manières de la faire, et il y a plusieurs manières de l'aborder. Il y a le côté, je veux le faire parce que comme ça maintenant je sais le faire et puis ça me fait des compétences en plus, qui est assez détaché en fait. Il y a aussi le truc de ça me saoule, mais de toute façon j'ai un compte rendu à faire à la fin qui est noté, donc j'ai pas le choix.
Et il y a pour moi encore une troisième manière de faire, c'est je le fais parce que ça me plaît et parce que même si ça me porte pas grand-chose, parce que d'un point de vue compétences, je les ai déjà, et j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de voir ce projet qui va au bout des choses. J'ai envie d'aller au bout de ce projet parce qu'il m'intéresse et parce que c'est quelque chose qui m'anime. Et j'ai pas d'autres mots qui pourraient le décrire. Et c'est super intéressant parce que j'ai l'impression, alors à toi de me le dire, mais moi en tout cas dans mon parcours scolaire allant de la primaire jusqu'à l'université, on n'a jamais eu trop de temps comme ça. Et pourtant, si je t'écoute, c'est quelque chose d'important. Ah, totalement. Mais oui, en effet, c'est quelque chose qui est hyper délaissé en fait avec le système actuel scolaire. Ouais. Et ça fait écho à une discussion que j'avais eue avec vous en décembre où je m'étais dit, mais j'étais en train de passer à côté de quelque chose de fondamental. Parce que je vous l'avais dit, je vous demande de vous poser des questions, de chercher des réponses, mais si à un moment donné, je vous laisse pas le temps de les exprimer et les exprimer spontanément, comme, comment dire, un peu comme elles vous viennent, comme vous les ressentez, eh bien, on n'avancerait pas et je finirais en fait par faire de la démarche portfolio, des analyses réflexives, mais en chaîne, de façon industrielle. Quelqu'un présente, on change. Mais c'est pas, je pense que c'est pas ça, c'est pas le sens que moi je voulais donner à cette matière, à cet enseignement. Et j'ai l'impression que vous aussi, en tout cas toi, mais même les autres, c'est un peu le ressenti que j'ai eu. Ce qui m'amène en fait à une question. Si tu avais un conseil à donner justement aux enseignants qui enseignent cette matière, quelles seraient les choses fondamentales, les principes à respecter pour que ça se passe bien en fait? Eh bien, en fait, je pense que au départ, c'est une bonne chose de montrer les bases de l'analyse réflexive, même si les élèves ils comprennent pas forcément tout le côté de réflexion derrière, qu'ils comprennent au moins comment est-ce qu'il doit être structuré, qu'il soit ensuite analysé en cours pour comprendre ce qu'ils peuvent améliorer, etc. Et qu'une fois qu'ils ont bien compris ça, eh bien, instaurer justement ce processus de réflexion, les questionner, leur demander qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à cette matière, par rapport à leur formation, etc. Parce que tout ça, en fait, ça va, même s'ils participent pas forcément, si c'est un autre élève qui participe, eh bien, il y aura forcément des avis par rapport à ce qu'ils entendent. Ils vont être soit d'accord, soit pas d'accord, soit nuancés, mais du coup, eux-mêmes, ça va les faire réfléchir, même si c'est pas eux qui répondent à la question. Donc, je pense que c'est toujours important de mettre ces temps-là. Et avec ça, du coup, ils vont comprendre le côté théorique, le côté de juste ce qu'on attend dans la forme, et puis après aussi la réflexion derrière qu'il faut avoir et qui est intéressante pour eux. Et à ton avis, comment est-ce qu'on peut créer, entre guillemets, un climat ouvert à ce type d'échange? Parce que justement, si on y repense, au début, vous étiez hostile. Vous m'avez fait comprendre que c'était, j'avançais en terrain miné. Eh bien, alors c'est vrai que oui. Au début, quand on est arrivé, qu'on nous a dit bon, vous avez un nouveau prof de portfolio, on s'est dit bon, ça va être la même chose. Et puis voilà quoi, on va pas chercher beaucoup plus loin. Mais en fait, vous avez vite mis une ambiance qui était vraiment bienveillante, en expliquant un petit peu toute votre démarche. Et en fait, dans la manière dont vous avez expliqué comment est-ce que vous avez abordé le cours et comment est-ce que vous vouliez le faire, je trouve qu'on a rapidement ressenti le fait que vous nous considériez. On n'était pas juste des élèves, on était des êtres humains avec chacun notre sensibilité, et c'était quelque chose que vous avez pris en compte en vous disant ça je veux pas l'aborder comme ça parce que sinon ils vont être bloqués et ils vont se dire c'est la même chose, on va pas suivre. Et en fait, juste en faisant ça déjà dès le début, ça nous a déjà mis un petit peu à l'écoute. On s'est dit il nous considère un petit peu, bon on va l'écouter. Et ensuite, vous avez continué de faire la même chose en mettant les temps de discussion, etc., des explications. Et en fait, c'est mettre un climat bienveillant dans la classe et pousser la réflexion comme ça, en discutant et en prenant un temps d'échange qui est vraiment important, je trouve. Mais là, j'ai envie d'être un peu provocateur. Si on se met à la place du prof qui dirait que ce genre c'est un peu du temps perdu en fait, on n'avance pas, on bosse pas quand on fait ça, qu'est-ce que tu répondrais? Eh bien, j'ai envie de dire que
le portfolio depuis que vous êtes arrivé en tant que prof, c'est une des seules matières où je suis jamais venu à reculons. En fait, on en a énormément des cours où juste ils veulent dérouler leur info pour qu'on rentre dans le programme et voilà. Et en fait, globalement, quand on nous envoie plein d'infos comme ça, soit on décroche, soit on retient la moitié. Donc en fait, c'est encore plus contre-productif que de mettre des temps, entre guillemets, de pause où on discute, on échange. Et en plus de ça, du coup, les élèves, quand ils vont arriver, vont se dire « Bon, cool, j'ai cette matière, on va pouvoir discuter, ça va être intéressant, on va grandir intellectuellement, en plus d'apprendre cette matière-là. » Donc ils seront plus enclins à écouter et à retenir. Mais c'est un peu ironique ce que tu dis, parce qu'au final, on parle d'une matière qui a qu'au F2 et qui est presque un plus, qui ne concerne pas votre cœur de métier. Donc, on parle d'une matière inutile. C'est un peu ironique. Ouais, ce qui m'amène à une autre question, justement, peut-être qui concerne cette fois les étudiants. Si justement tu avais un conseil à donner à tous les autres étudiants qui seraient susceptibles d'écouter ce podcast, qui sont en première, deuxième, troisième année, et qui sont en fait, comme toi, et comme tous les autres, à juste titre, sceptiques sur l'utilité de l'enseignement de la démarche portfolio, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, honnêtement, sans leur vendre du rêve, sans tirer à balles réelles, vraiment, mais être factuel Eh bien, en fait, honnêtement, c'est compliqué si vous n'avez pas un professeur qui va vous aider dans cette optique-là. Si vous avez un professeur qui va faire ça de manière classique, comme je disais avant, ça va être très compliqué de se mettre dedans et très compliqué de comprendre l'intérêt qu'il y a dedans. Maintenant, faut essayer peut-être, si le professeur vient pas mettre ces temps de discussion, essayer de les trouver au moins avec des personnes dans la promo ou des choses comme ça, pour stimuler un petit peu cette réflexion derrière et pouvoir du coup prendre du recul sur la formation, sur les projets, sur les choses comme ça, pour vraiment comprendre le but de l'analyse réflexive et en retirer le meilleur possible. Et ce qui amène en fait dans ce que tu viens de dire, quel serait le rôle clé de l'enseignant dans tout ça? Eh bien, l'enseignant dans tout ça, pour moi, il doit, pour pouvoir bien, pour pouvoir faire comprendre ses élèves l'analyse réflexive, il doit les amener dans un processus de réflexion. S'ils doivent juste avoir des informations comme ça sans réfléchir, en fait, ils passent à côté du portfolio. Ouais. Parce qu'ils réfléchissent pas, justement. Ok. Donc, si je devais résumer en étapes, donc la première étape, ce serait déjà de s'intéresser aux étudiants, à essayer d'apprendre à les connaître pour tels qu'ils sont, en tant que personnes humaines et pas juste en tant qu'étudiants scolaires. Ensuite, les amener à monter en réflexion. Et est-ce que tu vois d'autres choses? Et puis, il y a un truc qui vient de me revenir que vous aviez dit dans les premiers cours et qui, je pense, est important pour les professeurs, c'est pas partir du principe que sa matière est intéressante. Ouais. parce que sinon, c'est peut-être très passionnant pour le professeur, mais les élèves, eux, ils arrivent et ils se disent bon, c'est juste une autre matière à petit coef, j'en ai pas grand-chose à faire. Et il faut réussir ils seront pas forcément passionnés, mais réussir à rendre au moins un petit peu intéressant la matière pour les élèves. Ouais. C'est vrai que c'est super important, parce que être passionné ne nous rend pas toujours passionnants. Pas forcément. Et je sais pas ce que tu me dis, oui, ça m'a souvent fait cogiter. Parce que, alors, je sais pas du tout comment fonctionnent les autres profs, démarche portfolio ou autres, mais moi, il m'arrive souvent de me remettre en question, de me dire, est-ce que ça va passer ou pas? Et c'est jamais évident, mais c'est ce qui rend aussi le métier assez palpitant. Et pour en venir sur les dernières questions, je vois que le temps tourne. Là maintenant, qu'est-ce que tu recommanderais aux étudiants d'avoir une certaine curiosité, d'avoir une certaine ouverture d'esprit, de se dire allez, on va essayer? Déjà oui, totalement. Se dire de toute façon maintenant que j'y suis, faut bien que j'essaye de m'y intéresser, parce que sinon ça va être juste regarder sa montre pendant 2 heures et puis rien en retirer. Et même au-delà de ça,
essayer d'y réfléchir, même en dehors des cours, enfin en dehors en tout cas de ce cours-là, et essayer d'appliquer en fait les idées du portfolio aux autres matières qu'on peut avoir dans les TP, dans les projets, dans les cours, etc. Oui. Et quelque part, casser en fait ce côté, cette approche matière, cette approche isolée, matière isolée, et en faire quelque chose, en faire un tout, un ensemble de vases communicants quelque part. Exactement. Oui. Et moi, ce que tu dis là, c'est vraiment quelque chose que je m'étais fait cette réflexion, et c'est aussi pour ça que je voulais pas lui donner un côté scolaire. Parce que je suis convaincu que si on est scolaire dans cette matière, on passe à côté de l'essentiel. Mais ce qui m'amène, par contre, si je t'écoute, j'ai l'impression que le prof en fait joue énormément. On va dire que c'est avec le prof, ça passe ou ça casse, quoi. Enfin, c'est le prof qui peut déterminer en grande partie l'intérêt de la matière. En fait, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, c'est le professeur qui fait l'interprète, on va dire, entre la matière et l'élève. Si le professeur n'arrive pas à jouer son rôle, eh bien l'élève va se dire que la matière sert à rien. Donc il est totalement essentiel, oui. Ouais. Si on m'avait dit qu'un jour je vous enseignerais une matière comme ça, j'aurais pas cru. Parce que moi, quand j'étais en fac, je me disais, le PPP, et des trucs comme ça, inutile, useless. Et le comble, c'est que non seulement j'arrive à enseigner, mais en plus, je suis un templier. J'ai une espèce de foi qui m'anime et je me dis, on peut faire un truc super cool avec. On peut essayer. Mais c'est des convictions parfois déraisonnées. Ce que je peux dire en revanche, c'est qu'avec vous, même les autres années, je me suis pas du tout ennuyé. Et je pense que pour un prof, c'est super important quelque part de s'éclater avec ses étudiants, en fait, d'avoir ces moments de partage. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi, les moments de partage, en fait, c'est là où on se rend compte qu'en tant que prof, on apprend plus de nos étudiants que le peu qu'on leur enseigne. Je suis totalement d'accord. En fait, le problème maintenant qu'on a, je trouve, avec certains professeurs, c'est qu'il y en a, ils ont fait ça pendant peut-être 20 ans, et au bout de 20 ans, ils sont plus du tout animés par la même passion, ils sont saoulés par le métier, et en fait, ils rebalancent ça sur leurs élèves, et du coup, forcément, les élèves sont saoulés par la matière, parce que les profs donnent pas envie, en fait. Et justement, tout ces temps d'échange-là, ça nous permettait de mieux se connaître tous ensemble, autant la promo que vous. Et du coup, ça donnait quelque chose de vachement plus humain au cours, en fait. Donc, c'était hyper agréable. Oui. Donc, si on va arriver gentiment sur la conclusion, l'humanité, c'est peut-être le concept clé dans tout ça. Et quand on parle d'humanité, c'est des choses simples, en fait. C'est comme tu l'as dit, s'intéresser à l'étudiant pour l'être humain qu'il est, dans sa globalité, et accepter tout ce que ça implique, c'est-à-dire entre guillemets les sauts d'humeur, les interrogations, la quête de sens, accepter aussi qu'en tant que prof, on n'est pas toujours des machines censées tout savoir, qu'on a plein de choses qu'on ne sait pas et que parfois vaut mieux partager notre ignorance et nos incompréhensions avec les étudiants plutôt que de faire comme si ça n'existait pas. C'est sûr, oui. En fait, casser un peu ce truc de le prof, c'est celui qui sait, le tout-puissant, il détient le savoir, etc. Parce que c'est pas forcément vrai. Certes, sur beaucoup de trucs, un prof va savoir beaucoup plus que nous, c'est le principe, mais faut arrêter qu'ils se prennent pour des dieux comparés aux étudiants qui seraient de simples mortels, quoi. Surtout que je pense qu'on est tous profs à un jour ou l'autre dans notre vie. On occupe la fonction de prof. Tu sais quelque chose que l'autre ne sait pas, tu essaies de lui transmettre et t'es prof. Et c'est comme moi, on parle de la démarche portfolio, mais c'est vous qui serez mes profs si je devais faire de la cybersécurité, parce que c'est quelque chose que je connais pas. C'est quelque chose de très complémentaire et les rôles, entre guillemets, prof, étudiant, sont pas figés. Oui. Et ça, je pense qu'il faut le garder à l'esprit quand on est prof, mais aussi quand on est étudiant. Alors, on arrive à la fin de l'épisode. Vas-y. Je te laisse le mot de la fin, comme ce que j'ai fait pour Louis. Vas-y. Je te laisse faire la conclusion. Voilà. J'avais réagi comme toi aussi. J'imagine. Pour conclure, je dirais le plus important, c'est que
pour tous les étudiants, même si des fois ça peut paraître un peu déroutant, les études, etc., parce que on peut se faire emporter par le flot et partir sur des études qu'on pense pas forcément être ce qu'on veut faire. C'est pas grave, on est jeune, on pourra toujours en retirer quelque chose, et c'est justement parfois en se trompant de chemin qu'on arrive à trouver le bon. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère que ce nouveau témoignage vous apportera un peu d'espoir quant au devenir de cette matière, quant au potentiel de cette matière. Nous pouvons faire de grandes choses avec la démarche Portfolio. Je vous dis à lundi prochain. Très belle semaine.